Bonjour, il est 13 heures. On va commencer. Il est 13 heures ici à Montréal, il est 19 heures à Paris pour nos amis français qui sont avec nous aujourd'hui. Nous risquons d'avoir bien sûr avec nous plus de monde dans quelques minutes, mais on va démarrer le webinaire, l'introduction, et puis les personnes qui souhaiteront nous rejoindre auront l'occasion de le faire dans les minutes à venir. Bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir au nom de la Chaire Diamant avec l'équipe de la Chaire. Je salue Célia, Camille, Sana et bien sûr nos deux invités aujourd'hui, Mélanie Tremblay et Mathieu Dumont. Donc bienvenue à toutes et tous. D'ailleurs, je vois parmi vous des personnes qui ont déjà fait l'exercice de ce webinaire dans le passé, donc bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous consacrons un webinaire de printemps sur le thème du co-design. C'est un thème qui, bien sûr, nous est très cher ici à la Chaire Diamant. Et nous sommes heureux de pouvoir le faire avec nos deux invités. Donc, je les renomme à nouveau. Donc, Mélanie Tremblay et Mathieu Dumont, qui désormais sont des collaborateurs réguliers au sein de la Chaire Diamant et qui ont en commun plusieurs choses, qui l'ont découvert justement peut-être grâce à la Chaire d'une certaine manière, en tout cas qui ont en commun tous les deux d'avoir soutenu une thèse de doctorat récemment dans laquelle le co-design avait une place importante, voire centrale. Et tous les deux, justement, j'ai eu la chance d'être dans le jury de doctorat de ces deux thèses. C'est comme ça que j'ai rencontré Mathieu d'abord, Mélanie ensuite. Et je crois qu'à tous les deux, hein, le jour même de votre soutenance, je vous ai proposé qu'on collabore ensemble, ce que nous faisons. Et je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir, de vous donner la parole au sein de notre webinaire de printemps. Alors, pardon. Donc, effectivement, pourquoi le co-design? C'est un sujet qui, d'une certaine façon, peut paraître à la mode parce que c'est un terme dont on entend beaucoup parler, qui, à vrai dire, est connu depuis plusieurs décennies maintenant, particulièrement dans le domaine du design. Il y a beaucoup de travaux qui sont publiés dans la recherche en design sur le co-design. Il y a même une revue savante qui s'appelle Co-Design. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement parce que pour développer des projets complexes qui touchent à l'innovation sociale et en particulier à l'innovation en santé mentale, eh bien, les approches de co-design sont centrales. Alors nous-mêmes, au sein de la chaire Diamant, nous développons des approches de co-design pour certains de nos projets, en particulier le projet Mentalis. Et donc, on peut dire que nous essayons de développer une expertise sur ce thème. On a Sana Boudra qui est ici présente, est aussi chercheuse postdoctorale à la chaire. Elle a aussi fait sa thèse sur le co-design. Donc, j'ai l'impression d'être un heureux, chanceux chercheur, d'avoir autour de moi des personnes qui ont fait leur doctorat sur ces questions. Puis, on commence à concentrer un ensemble de compétences assez merveilleux sur ces questions de co-design. Alors aujourd'hui, voilà, on va écouter donc dans l'ordre qui est proposé dans le programme. Donc on peut peut-être maintenant, presque tout le monde est là, on peut peut-être, Célia, remettre le lien vers le programme, parce que j'ai l'impression que quand les gens se connectent, ils ne voient pas l'historique du chat, mais vous, là, sinon les uns et les autres qui êtes déjà là, vous le voyez. Mais, donc Mathieu Dumont, qui est désormais professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, prendra la parole en premier et présentera justement une partie de son travail de doctorat sur le co-design de vidéos immersives 360 avec des personnes schizophrènes en milieu carcéral. Et puis, dans un second temps, pardon, excusez-moi, Mélanie Tremblay, qui travaille justement en innovation par le co-design actuellement à l'École nationale d'administration publique, qui a fait son doctorat à l'Université Laval, abordera aussi le co-design dans un projet de recherche en cybersanté. Alors, pas forcément mental, hein, tu pourras recontextualiser plus large, mais
avec cette dimension du co-design et du numérique dans le domaine de la santé. Travaux qui sont quand même assez rares de nos jours, donc c'est vraiment précieux, c'est une chance pour nous de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Donc l'objectif, bien finalement, c'est de mieux comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le co-design dans le domaine de la cybersanté mentale. À partir de ces 2 études de cas, là, on va plonger dans 2 situations précises, concrètes, situées. Puis à partir de là, on va pouvoir un peu échanger eh bien, à la fois sur les approches qui vont être présentées, mais peut-être aussi réfléchir plus largement à la question du co-design en santé et en cybersanté. Voilà, donc le webinaire est offert comme tous nos webinaires en vidéoconférence. Nous proposons de l'enregistrer. Si vous êtes mal à l'aise avec l'enregistrement, vous pouvez fermer votre caméra. Il n'y a aucun problème. C'est qu'après, nous diffusons sur notre chaîne YouTube tous nos webinaires, donc peuvent tous être vus. Donc, je remercie d'ailleurs Camille qui est ici présente, qui a fait ce gros travail de mise en ligne. Peut-être on peut mettre le lien, Camille, vers les vidéos des précédents webinaires. Donc ça, c'est une chose. La dernière chose, j'avais 10 minutes pour introduire, je suis dans les temps, c'est parfait. La dernière chose peut-être très concrète à souligner, donc c'est notre programme, donc plus précisément. Donc là, dans quelques instants, je vais céder la parole à Mathieu. Donc Mathieu, Mélanie, je vous invite quand même à, si vous l'estimez nécessaire, à prendre quelques minutes au début pour vous présenter de manière plus précise que ce que j'ai fait. N'hésitez pas en tout cas, mais le format est toujours le même dans notre webinaire depuis 2 ans maintenant, un peu plus même. 20 minutes de temps de parole pour les intervenants et 20 minutes de temps de parole pour discuter. Donc, on est à égalité entre les conférenciers et l'audience. Et puis, on enchaîne. Voilà, on fait 20 minutes une présentation, puis 20 minutes de discussion. Puis, on enchaîne sur la seconde présentation, 20 minutes, puis également un temps de discussion. Bien, alors peut-être je demanderai à mes camarades de la chaire, Célia, Camille, Sana, comme vous le sentez, de surveiller un petit peu la discussion, le chat. C'est un webinaire, donc c'est assez libre le format, mais il y aura la place pour échanger pendant les 20 minutes, mais néanmoins, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions ou commenter au fur et à mesure, comme vous en avez déjà sûrement l'habitude. Donc, l'équipe de la chaire pourra s'assurer que vos messages seront répondus ou considérés. Et puis, quand viendra le temps de la discussion, évidemment, vous pourrez prendre la parole sans problème. Avez-vous des questions avant qu'on commence, les uns les autres? Y a-t-il des choses que j'oublie? Ça va? C'est bon? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Alors, pendant que je finissais d'introduire, je vois que d'autres personnes se sont jointes à nous, à Paris et en France et au Québec. Alors, bonjour à vous toutes et tous. Bonjour, je vois Brigitte, collègue de longue date que je salue en passant, mais et bien d'autres. Donc, merci d'être là. Donc, je cède la parole pour commencer donc, à Mathieu Dumont. Sa présentation s'intitule, alors à moins que tu aies rechangé le titre depuis, mais une expérience de co-design de vidéos immersives avec des personnes schizophrènes en milieu carcéral et psychiatrie légale. Alors à toi la parole, le partage d'écran est accessible, donc l'espace est à toi Mathieu. 13h10, on est pile à l'heure. Merci beaucoup, Stéphane, de me laisser la parole et d'inviter à ce webinaire. Comme je vous dis, je m'appelle Mathieu. Je suis professeur en ergothérapie à l'UQTR. Donc, je viens vraiment du domaine plus de la santé, mais mes études doctorales m'ont amené à m'intéresser beaucoup à la conception participative, au co-design, et j'ai fait mon postdoctorat ici à la chaire Diamant. Donc, je baigne dans le design malgré mon parcours qui est plus en santé. Je vais vous partager mon écran pour la présentation. Ce ne sera pas très long. Donc, c'est bon, tout le monde peut voir la... Parfait, excellent. Donc, comme Stéphane a mentionné, je vous présente un projet de co-design de vidéos immersives pour la réadaptation de personnes qui vivent avec la schizophrénie en milieu de psychiatrie légale et en milieu carcéral. C'est un projet que j'ai fait dans le cadre de mon doctorat, mais je trouve ça intéressant de le présenter aujourd'hui parce que dans une optique de processus itératif, le projet n'est pas fini. On veut poursuivre encore le développement, la conception. Donc, votre apport, votre regard sur le design sera évidemment bienvenu à la fin de la présentation. Donc,
plan de présentation classique. On va parler un peu des technologies immersives. Qu'est-ce que c'est? Comment on les applique en santé mentale? Je vais parler un peu du contexte du projet dans lequel ça s'est intégré et la démarche de conception de co-design avec une conclusion par la suite. Donc, c'est quoi les technologies immersives? Grosso modo, c'est des technologies qui tendent à créer un environnement virtuel vivide, riche, intense, tout en s'éloignant de la réalité physique et de ses stimuli. Donc, on cherche à couper la personne des stimuli réels pour les remplacer par des stimuli qui sont simulés, notamment en utilisant, par exemple, un casque de réalité virtuelle ou en plongeant les gens dans un dôme, dans une voûte, où on projette des images, des sons, d'autres types de sons. Donc, il y a différents types de technologies que ça couvre, notamment la vidéo immersive. On en reparlera un peu plus tard. Et les technologies immersives ont suscité un intérêt particulier en santé mentale depuis quelques décennies maintenant, notamment la réalité virtuelle, où on est dans un environnement qui est programmé et on utilise un casque de réalité virtuelle pour naviguer dans l'environnement et interagir. Et ça a beaucoup d'applications. On voit des applications beaucoup au niveau des phobies. Ça a été utilisé largement au début pour ça, donc notamment par des thérapies d'exposition. Dans le même principe aussi pour les troubles de stress post-traumatique. On le voit aussi pour l'utilisation le trouble lié à l'utilisation de substances, notamment pour les cravings, la gestion des cravings, le déclenchement des cravings. On le retrouve aussi depuis quelques années au niveau des conduites alimentaires, des troubles de conduite alimentaire, notamment pour travailler au niveau de l'image corporelle. Et au niveau de la schizophrénie, ça a des applications multiples, notamment pour évaluer les idées paranoïdes, traiter les hallucinations auditives qui seraient réfractaires, travailler au niveau de la cognition. Et pourquoi les technologies immersives ont un intérêt en santé mentale? Bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet de créer un environnement qui simule les situations de vie réelle. Donc, des fois, dans le cadre de certaines thérapies, certaines interventions, on a de la misère à reproduire ce contexte de vie dans lequel on veut mettre en application les habiletés et la réalité virtuelle, les technologies immersives le permettent, plus facilement du moins. C'est vraiment aussi d'instaurer un contexte sécuritaire à la pratique d'habileté. Quand on pense, par exemple, à une clientèle qui est à risque de comportement violent, probablement que c'est mieux de simuler des situations que de les expérimenter dans le contexte de vie réelle, tout dépendant de où on est rendu dans le traitement. Et finalement, et non le moins, c'est que ça permet de générer un sentiment de présence. C'est quoi un sentiment de présence? C'est vraiment l'expérience subjective d'être dans un environnement alors qu'on est physiquement ailleurs. Et il y a des chercheurs qui postulent que plus on se sent présent dans des situations qui nous troublent, dans des situations de vie réelle qui nous troublent, plus on sera en mesure de transférer les acquis dans la vie réelle et plus ça aura un impact au niveau de notre établissement. Il y a aussi des chercheurs qui mentionnent que quand on a un sentiment de présence, ça nous amène à vivre, à avoir des pensées, à avoir des réactions physiologiques qui sont très près de ce qu'on aurait dans la vie réelle avec des stimuli similaires, ce qui permettrait de faire du travail thérapeutique en temps réel. Donc, ça a vraiment une valeur ajoutée. Nous, dans le cadre le contexte dans lequel s'est intégré les vidéos immersives, c'est un contexte où on a implanté une approche de réadaptation psychosociale pour les personnes atteintes de schizophrénie en milieu carcéral et en psychiatrie légale. Et c'est une approche de réadaptation très classique, cognitivo-comportementale, mais on avait certains enjeux à l'implantation, notamment le contexte d'entraînement qui était très peu représentatif du contexte de vie réelle. Donc, quand on se trouve incarcéré dans des unités fermées, c'est très peu représentatif des interactions qu'on aurait dans l'autobus ou dans un café, par exemple. On avait aussi un enjeu au niveau on a besoin de travailler des habiletés qui étaient associées, des habiletés déficitaires qui étaient associées à la violence, notamment ce qu'on appelle la cognition sociale. On présume que de plonger quelqu'un, d'amener quelqu'un dans un café où il y aurait des idées paranoïdes puis il pourrait se sentir agressé, c'est peut-être pas la meilleure étape pour commencer une intervention que de le plonger dans des situations fictives ou simulées. Donc, c'était pourquoi on s'est vraiment intéressé aux technologies immersives. Ça m'amène à parler vraiment du projet où on avait un but, c'était d'adapter une approche de réadaptation psychosociale qui s'appelle The Integrated Psychological Treatment par l'utilisation de technologies immersives qui répondent davantage, afin de répondre davantage aux besoins de la clientèle atteinte de schizophrénie à risque de comportement violent et limitée dans ses expérimentations dans un contexte de vie réelle. Donc, on parle des enjeux qu'on avait là, précédemment et les attributs des technologies immersives qui nous amènent à les considérer pour faire face à ces enjeux.
Et ce qu'on a considéré, nous, c'est la vidéo immersive comme technologie. C'est quoi une vidéo immersive? C'est des vidéos où l'image est enregistrée sur 360 degrés, ce qui nous permet, quand on porte un casque de réalité virtuelle, d'être vraiment au cœur d'une scène qui aura été filmée. Donc, on peut bouger la tête et l'image, dans le fond, s'ajuste en conséquence, ce qui nous permet vraiment de se sentir plongé dans l'environnement. C'est quoi l'avantage des technologies de la vidéo immersive? C'est que ça offre un haut niveau de réalisme pictural, donc davantage encore que par exemple, des personnages programmés en informatique, parce que, bon, ben, c'est vraiment une image qui a été captée, saisie. Donc, c'est ce qui est dans les postulats au niveau de la génération des apprentissages est le plus optimal, parce qu'on est vraiment très, très près de la vie réelle. C'est accessible et peu dispendieux. On n'a pas besoin de programmer les environnements, les objets, les personnes, les personnages, donc, ou les avatars, comme on pourrait dire. Donc, c'est très peu coûteux. Et les études montrent que le sentiment de présence serait similaire, voire peut-être même supérieur à ce qu'on appelle la réalité virtuelle, donc des environnements qui sont plus programmés. Le principal inconvénient, cela dit, c'est que c'est des technologies où on ne peut pas naviguer dans l'environnement, ce que des environnements créés à l'ordinateur permettent d'atteindre. Donc, c'est une contrainte majeure, mais qui pour nous n'était pas majeure parce qu'on voulait travailler un élément qui était plus l'observation de situations sociales. Donc, on avait deux objectifs. Premièrement, c'était de créer des scénarios qui sont représentatifs du contexte de vie réelle et pour nous, qui amènent à des interprétations biaisées. Donc, les interprétations biaisées, c'est des façons, nos patrons d'interprétation dans des situations sociales ambiguës. Donc, par exemple, est-ce qu'on se sent visé ou non par quelqu'un? Est-ce que la personne nous a renversé son café par exprès ou par accident? Donc, c'est ces biais-là qu'on voulait travailler. Et c'est des biais qui, pour nous, pouvaient amener des comportements violents si c'était interprété d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Et on voulait créer un sentiment de présence dans ces scénarios-là. Donc, on retrouve les ingrédients actifs, je les ai mentionnés tantôt, donc un sentiment de présence et des situations qui sont près de la vie réelle donc, et qui nous troublent aussi donc pour faire un travail thérapeutique. Pour y arriver, on a fait un projet vraiment avec plusieurs phases, un projet avec une phase de développement importante et une phase de validation pour développer nos scénarios immersifs. Et on voulait que ça fonctionne, bien évidemment, parce que ça demande quand même certaines ressources. Une fois que les vidéos ont été conçues, ils sont conçus. Donc, on voulait vraiment que ça fonctionne, garantir nos chances de succès. Donc, on s'est rapidement tourné vers la conception participative, le co-design, parce qu'on sait dans la littérature, on documente beaucoup que ça permet de s'assurer qu'on répond davantage aux besoins des utilisateurs. On rend le contenu plus utile aussi pour les utilisateurs. Et ça nous permet aussi de tenir compte du contexte d'implantation. Et nous, c'était important parce qu'il y a beaucoup d'enjeux d'implantation en milieu carcéral et en psychiatrie légale. Donc, plus concrètement, pour la phase de développement, ce qu'on a fait pour commencer, c'est qu'on a fait des entrevues avec des patients, des intervenants qui travaillent sur les unités, donc des éducateurs spécialisés, des infirmiers, infirmières, et aussi des cliniciens, donc des psychologues, des criminologues, pour savoir c'est quoi les situations de la vie courante où on pourrait interpréter par erreur, par exemple, que des gens ont des intentions envers nous, ou nous rient de nous, discutent de nous. Donc, on est allé chercher plein de thèmes en lien avec des situations qui seraient mal interprétées, qui pourraient mener à la violence. De ces entrevues préliminaires, on a fait ensuite un processus d'atelier de co-design. Donc, on a sorti les grands thèmes des entrevues pour créer des ébauches de synopsis, de scénarios qu'on a présentés dans un premier atelier. Chaque atelier était divisé en deux blocs. Donc, un premier groupe était constitué de patients uniquement et un deuxième groupe était constitué de cliniciens uniquement. Donc, on consultait toujours les deux groupes au fil des étapes. Donc, lors du premier atelier, les participants pouvaient expérimenter la vidéo immersive. Qu'est-ce que c'était? Et on présentait les premiers ébauches synopsis pour les compléter avec les participants, donc de savoir où est-ce que ça pourrait se passer, est-ce que c'est des scénarios qui ont du sens pour vous, ce qui nous a permis de valider certains synopsis, mais aussi d'en ajouter à la suggestion de certains participants. Ça nous a amené par la suite, avec les synopsis créés, de rédiger des scripts initiaux qui seraient joués lors du deuxième atelier. Donc, lors du deuxième atelier, on a joué des scripts aux participants en fonction des synopsis qu'on avait élaborés, ce qui nous a amené vraiment à raffiner les gestes qui étaient posés, les paroles qui étaient émises dans le dialogue, dans les scénarios.
Donc, ça nous a amené après ça à créer des scénarios avec les synopsis. On est parti, avec les scripts, on est parti tourner les scènes avec différentes versions qu'on a présentées encore séparément à nos deux groupes lors d'un troisième atelier de co-design où on a visionné toutes les situations possibles. On a eu la rétroaction par rapport à quelle était peut-être la meilleure pour se sentir dans une situation qui était réelle, mais aussi ambiguë, de savoir ce qu'on peut interpréter d'une façon ou d'une autre la situation. Une fois, c'est l'opinion des participants qui s'était arrêtée sur certaines vidéos, mais on les a validées. On a utilisé dans nos ateliers différentes techniques pour susciter la participation des gens, notamment l'utilisation d'images, donc c'est l'image à l'atelier 1, donc pour vraiment avoir évoqué au niveau des participants, notamment nos patients qui sont atteints de schizophrénie, vraiment que les synopsis soient rendus en image pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passerait. Donc là, on a par exemple dans l'image ici des gens qui rigolent, qui chuchotent ensemble. Donc, on voulait vraiment évoquer le scénario aux gens de la meilleure façon. On a aussi utilisé un système de classification de cartes, notamment pour déterminer où est-ce que les situations pourraient se passer. Donc, on les classait en groupes du plus probable au moins probable. Et lors du deuxième atelier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les participants, on les a placés dans l'environnement comme ils seraient avec le casque de réalité virtuelle. Donc, on a joué autour d'eux la scène pour vraiment qu'ils aient la meilleure idée de ce que ça serait une fois rendu en vidéo immersive. Bien évidemment, après ça, on a validé les scénarios qu'on a créés avec d'autres personnes qui étaient atteintes de schizophrénie en psychiatrie légale et aussi des personnes qui n'avaient pas de troubles de santé mentale connus. Et on est allé mesurer nos variables clés, le sentiment de présence notamment, est-ce qu'on se sentait présent à la scène, le réalisme, est-ce que c'était près de la vie réelle, est-ce que c'était interprété de façon ambiguë, donc est-ce que les gens se sentaient visés ou non, donc c'est vraiment la pertinence clinique qu'on allait chercher là. Et ensuite, on est allé voir l'intensité émotionnelle, donc l'irritabilité, qui est une émotion moindre que la colère ou l'agressivité qui pourrait en découler, mais qui pouvait être générée dans les scénarios. Donc, les scénarios étaient intéressants pour notre clientèle en psychiatrie légale. Donc, ça nous a amené à créer des vidéos. J'espère que ça va fonctionner avec le son. Je vais vous montrer un petit extrait d'une des vidéos immersives, bien sûr, pas avec un casque, donc l'image est déformée. Le fait, oui, c'est que tout le monde le regardait. Il y a tellement eu la... Attends, il faut vraiment que je te montre une photo. OK. Tiens. Tu peux me dire comment il a fait pour se retrouver là? Sérieusement? Je te le dis. J'en reviens pas. Donc, c'était un court extrait d'une situation qu'on a filmée avec les participants. On a créé 5 situations, dans le fond, avec nos deux groupes de participants. Une situation neutre dans un abribus où l'interprétation devait être uniforme pour tout le monde, et 4 scénarios ambigus où on fait se sentir visé ou la cible de gestes intentionnels, notamment un dans un café où 2 personnes rigolaient, se moquaient d'une personne, mais on ne savait pas trop c'était qui. Une scène dans un hôpital psychiatrique où un intervenant vient blâmer un groupe de patients, donc savoir si on était visé ou non par le blâme. Une 4e situation dans la rue où 2 personnes nous accrochent, donc accrochent la caméra, le casque de réalité virtuelle, et on savoir si c'est un accident ou non. Puis la dernière dans l'autobus où 2 personnes rigolent, se mettent à parler de photos, de chuchoter, donc savoir si on était visé ou non par la scène. Qu'est-ce que les participants ont pensé de ces vidéos-là, la dernière séance de co-design? Eh bien, les 2 groupes trouvaient que les vidéos étaient tous très réalistes. Au niveau de l'ambiguïté, la première situation, c'était voulu ne suscitait rien. Et on avait des situations qui généraient de l'ambiguïté dans tous les cas. Et les émotions qui pouvaient en découler n'étaient pas toujours exactement ce qu'on voulait. Mais je vais dire la situation pour 2 des situations où à la fois les cliniciens et les patients avaient une opinion, la même opinion au niveau du réalisme. Les 2 croyaient que c'était ambigu et les 2 croyaient que ça pouvait générer de la colère ou de la frustration. Donc, c'était vraiment pile poil ce qu'on voulait créer comme type de scénario. On voit que les situations 3 et 4, il y avait seulement un des groupes qui croyait que ça pouvait être ambigu, qu'il y avait peut-être 2 façons d'interpréter la situation.
qu'est-ce que ça dit au niveau, une fois qu'on l'a validé, les scénarios? Donc, dans tous les scénarios, c'est vraiment frappant, c'est le résultat le plus fort. Tous les participants trouvaient qu'il y avait un haut degré de réalisme dans les scénarios créés. On utilisait une échelle de 1 à 7 pour le réalisme, et dans les deux groupes, la médiane était à 7. Donc, c'était vraiment très élevé comme niveau d'accord pour le réalisme des situations. L'ambiguïté, on l'a atteint pour certains scénarios où il y a un petit groupe de personnes qui ont interprété la situation d'une façon différente des autres, donc se sont visées plutôt que non visées, par exemple. Et certaines situations ont aussi suscité l'irritabilité. C'est ce qu'on voulait. Encore là, j'attire votre attention aux situations 2 et 5, où lors du co-design, on avait un accord, les deux groupes croyaient que c'était efficace comme scénario. Et bien lors de la validation, c'était les deux où on a eu exactement ce qu'on voulait. Du réalisme, une ambiguïté et une irritabilité qui en découlait. On voit que les situations 3 et 4, finalement, n'ont pas bien fonctionné au niveau de l'ambiguïté. Il y en a une, la situation 4, où il y a une personne sur 14 qui s'est sentie peut-être qu'elle était visée alors que les 13 autres trouvaient qu'il n'y avait pas de raison de se sentir visée dans la scène. Donc, c'est un scénario qui était plus faible un petit peu et qui sera peut-être validé avec d'un échantillon plus grand. On voit quand même que les situations 2 et 5 sont ceux qui ont fonctionné le plus. Donc, qu'est-ce qu'on tire de ce projet-là? Bien, on a vu qu'à travers ce processus de co-design, on était capable de concevoir des scénarios qui ont tous les attributs qu'on recherchait pour favoriser la génération des apprentissages dans l'entraînement d'habilités spécifiques, notamment nous, c'était la cognition sociale, les biais socio-cognitifs. Ce qu'on a constaté, c'est que c'est important d'avoir considéré à part égale l'opinion des fournisseurs de services, des cliniciens et des utilisateurs de services pour le développement des scénarios. Ceux qui ont le mieux fonctionné, c'est eux où il y avait un accord des deux côtés sur l'efficacité du scénario. Il va falloir éventuellement revoir le nombre d'ateliers à réaliser pour obtenir les effets escomptés. Comme on a pu voir, il y a des scénarios qui ont bien fonctionné alors que d'autres non, malgré qu'on avait fait 3 séances ensemble de co-design, en plus d'entrevues avancées avec certaines personnes. Mais on voit qu'il y a un gros enjeu dans les environnements 360 degrés de diriger l'attention de la personne vers les bons indices. Donc, de bien répartir, jauger les stimuli de l'environnement, ça demande beaucoup de minutie. Et probablement que de créer des scénarios intermédiaires, par exemple, des vidéos, mais des vidéos tests avant de faire les vidéos définitives serait un autre atout peut-être à considérer. Comme je le mentionne, c'est un projet qui va continuer. On veut avoir une banque de scénarios assez important pour faire un travail clinique, faire des essais cliniques éventuellement. Et on va essayer d'apporter différentes modifications dans notre projet. On veut notamment offrir plus d'espace et les outils pour accroître l'engagement des participants aux séances. Donc, les participants ont vraiment offert leur rétroaction, ont vraiment contribué au processus. On suggérait des nouveaux scénarios, on suggérait des indices à intégrer, des indices sociaux, mais on voudrait vraiment les faire prendre plus part au processus, notamment avec des séances de brainstorming pour que dans les ateliers de co-design, ils participent à la création des synopsis. On veut aussi leur donner le temps de le faire. C'était une contrainte qu'on avait dans notre processus qu'on avait. Donc, c'est nous qui faisions les étapes intermédiaires de synopsis, de script. On voudrait les faire participer s'ils le veulent bien aussi pour qu'ils prennent vraiment plus part au processus d'une façon participative. On veut aussi intégrer une séance de co-design avec les différents types d'utilisateurs réunis, considérant que c'est ce qui nous a montré que c'était le plus susceptible de réussir. On veut en créer avec à la fois des cliniciens et des participants ensemble qui participent à la co-création. Et on veut effectivement intensifier le processus itératif. On peut ajouter 1 ou 2 ateliers de plus pour s'assurer que de nos scénarios, il y ait un plus grand pourcentage à la fin qui fonctionne bien. Cela dit, il faut s'entendre que créer des vidéos ambiguës, c'est extrêmement difficile. On peut ajouter un indice ou en retirer un et la situation change complètement de sens. Donc, c'est un défi quand même, mais on veut accroître un peu le processus itératif et aussi l'engagement des participants dans les ateliers. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour cette présentation. Puis, si vous avez des commentaires, des idées, des critiques à faire, c'est bienvenu parce que c'est un processus encore en cours. Donc, ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Bon, mais 20 minutes, parfait. Hein, Mathieu a placé la barre haut. Donc, nous allons, merci pour à la fois le respect du temps puis la clarté de ta présentation, Mathieu.
Je vois que tu reçois des applaudissements virtuels, donc c'est parti. Alors, nous ouvrons la période d'échange, discussion. Donc, il y a pas de, il y a rien au programme dans cette période. C'est un petit peu à votre convenance et votre bon vouloir si vous voulez réagir à des points, questionner, approfondir, ou que sais-je. Donc, je vous invite à peut-être lever la petite main virtuelle. Ça peut faciliter la distribution de la parole si vous voulez intervenir. Vous pouvez aussi, si vous préférez, intervenir dans le chat et on va réagir également. Donc, je vois que Sana, tu voulais ouvrir le bal. Oui, merci Mathieu pour cette présentation passionnante et je vois les challenges que tu as pu soulever dans cette thèse. Mais j'ai deux petites questions par rapport aux ateliers de co-design, la conduite de ces ateliers. La première, c'est par rapport aux ateliers déjà faits. Si tu pouvais nous parler des difficultés ou des défis auxquels tu as dû faire face avec l'équipe de chercheurs pour conduire ces ateliers de co-design. Et la deuxième, qui est en lien avec la première, c'est par rapport au futur atelier de co-design. Tu parlais que vous allez combiner les cliniciens avec les patients dans un même atelier. Est-ce qu'il y aura des mesures à prendre afin que les échanges, le partage soit plus horizontal et qu'on assure une démocratie et moins de frustration, justement, parce que dans cette situation particulière, avec des cliniciens, il risquerait d'avoir des situations ambiguës, justement, comme dans les vidéos immersives. C'est des très bonnes questions, Sana. Pour ce qui est des défis des ateliers précédents, il y avait pour moi deux grands défis. Les gens étaient intéressés de participer au processus, ça c'est certain. Mais ça reste quand même un processus qui est laborieux, hein, de concevoir nous, c'est de concevoir des scripts tournés. Ça a été des longues journées pour nous aussi. Les cliniciens, notamment, avaient un intérêt à prendre part au projet, mais pas nécessairement de prendre non plus des heures et des heures dans ce projet-là. Donc, je mentionne à la fin que j'aimerais ça qu'il y ait plus d'espace pour la possibilité de créer, mais sans les obliger non plus. Donc, d'avoir ce input-là qui était important. Et on a une clientèle aussi, comme je vous dis, avec des troubles mentaux graves qui sont des fois captifs du milieu. Donc, il y a des étapes qu'on n'aurait pas pu faire, par exemple, d'aller tourner avec eux à l'extérieur. Bon, il y a des enjeux aussi cognitifs, des fois aussi, ou la motivation. Donc, déjà là, les avoir avec nous pour 1 heure et demie, j'étais très reconnaissant de ça. Mais des engagés à écrire, par exemple, ou à rédiger ou à travailler avec nous de façon plus soutenue. Je ne sais pas à quel point j'avais un niveau de participation important au niveau de mes participants. Donc, c'était quand même des enjeux. Et l'autre enjeu qu'on avait, nous, c'est qu'on travaillait avec quelque chose qui était un peu compliqué à comprendre, à saisir. On voulait créer des situations ambiguës. Donc, on voulait que le patient, notamment les cliniciens, ça pouvait aller, mais que le patient se sente que, dans une telle situation, j'aurais pu interpréter d'une telle façon, mais maintenant que j'ai les outils pour mieux interpréter les situations, mais je l'aurais vu d'une autre façon. Donc, ça demande quand même un certain niveau d'abstraction. On avait pris, nous, des patients qui avaient suivi une approche de réadaptation pour travailler ces biais-là cognitifs, ces interprétations sociales-là. Donc, ils avaient quand même un certain regard extérieur, de dire, avant, j'aurais interprété ça comme ça et maintenant, c'est d'une autre façon. Donc, ça a été vraiment, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, mais ça a été vraiment un plus d'avoir des patients qui savaient où est-ce qu'on voulait amener les scénarios. Donc, ça a été un plus, mais ça demandait quand même un peu d'abstraction qui n'était pas toujours saisi par tout le monde. De comprendre que, mais là, moi, je pense comme ça, mais il faudrait qu'il soit aussi pensé d'une autre façon, le scénario. Donc, ce n'était pas évident. Pour ce qui s'en vient, on considère, ce n'est pas encore fait, les ateliers de co-design, ça va se faire soit cet été ou à l'automne. C'est sûr que pour l'enjeu d'espace démocratique, je suis très sensible à ça. C'est sûr qu'on va essayer d'avoir des séances un peu dans la même séance, des blocs un peu en parallèle et on rejoint les idées par la suite pour favoriser vraiment une libre expression des participants. C'est sûr qu'on va vouloir aussi calibrer le nombre de cliniciens et de patients. On ne veut pas se ramasser 4 cliniciens puis 2 patients. Hein? Puis là, ça pourrait prendre une tangente. Donc, on veut minimalement avoir autant de patients que de cliniciens, si ce n'est pas un peu plus aussi, peut-être pour essayer de jouer sur ce rapport-là. Mais on est quand même sensible à ça. Puis on verra ce que ça va donner. En même temps, il y a un enjeu pour nous d'économie de temps aussi. Donc, on doublait toujours les ateliers. Donc, on fait toujours 2 ateliers à chaque fois. On en a fait 6 ateliers.
Donc, si on est capable peut-être d'une façon optimale que certains d'entre eux se fassent conjointement, d'une façon harmonieuse, on va essayer. Mais on pourra s'en reparler peut-être l'année prochaine, mais c'est ça. Ouais, merci. Je vois que Mélanie, Oui. la main levée. Oui, Oui, vas-y. je pense que tu ne seras peut-être pas surpris de ma question. En fait, je me demande si tu ou vous avez reçu des témoignages ou en tout cas eu connaissance que les personnes ont eu des bénéfices de participer à cette démarche-là. Est-ce qu'ils ont témoigné après les séances? Ça au-delà de dire je participe à un projet de recherche, mais quelle est la contribution pour moi? Est-ce que vous avez eu ce genre de témoignage-là? Un petit peu. Comme je vous dis, on a eu un groupe de patients, mais qui variait aussi en fonction de l'état clinique. Des fois, on en avait 4, des fois 2, des fois 3, donc ça pouvait varier. Je me souviens une participante qui demandait mais c'est quand les prochains? On avait fini le processus, puis disait c'est quand les prochains ateliers? Donc, ils retiraient vraiment quelque chose de partager leur expérience. J'en avais aussi un autre patient qui venait de l'externe, donc qui venait d'un appartement supervisé, qui venait à Pinel, où il avait été hospitalisé, donc ça prenait quand même un certain courage de revenir pour participer aux ateliers avec nous. Puis il trouvait ça qu'il ça pouvait aider des gens. Il trouvait ça important comme processus. Donc, je pense que lui, ça valorisait beaucoup l'idée d'avoir des scénarios qui pourraient aider dans les thérapies certains de ses pairs. Donc, on a eu des éléments plus anecdotiques, mais ce serait intéressant d'aller creuser plus formellement, Mélanie. Merci. Bien. N'hésitez pas à lever vos petites mains si vous avez des questions. Je voulais juste te demander, Mathieu, peut-être aussi au bénéfice de l'audience, si tu pouvais redévelopper un petit peu finalement le but de tout cela, les retombées. Est-ce que c'est parce que tu proposes à travers cette recherche de développer un nouveau dispositif d'aide à ces personnes pour les aider, entre guillemets, à se réadapter à une vie sociale, j'ai de leur coupé. sortie, c'est ça? Parce que c'est des personnes qui sont amenées à rester dans ces milieux pour une durée longue, courte. C'est quoi le taux, le pourcentage de ces personnes qui ont la possibilité enfin de revenir dans une vie sociale plus normale, disons, et les retombées que tu attendrais de ce dispositif finalement? C'est une bonne question, Stéphane. Puis bon, vu que la présentation était plus axée sur le design, j'ai un peu coupé à ce niveau-là, mais Oui. nous, c'était pour une approche de réadaptation qui dure sur 1 an que ces vidéos-là devaient être créées pour travailler, notamment, comme je vous dis, les perceptions des situations sociales, de la vie quotidienne. Actuellement, dans ce programme-là, c'est un programme où on utilise actuellement des images, donc des diapositives qu'on analyse, qu'on interprète, des images fixes qu'on interprète, donc qui ne sont vraiment pas trop près de la réalité, mais ces séances-là, à l'interne, sont souvent combinées avec des séances à l'extérieur. On va aller prendre un café, on va aller au musée pour voir un peu travailler nos perceptions et appliquer les outils qu'on a vus d'analyse à l'externe en communauté. Ce qui n'est pas possible durant le traitement en psychiatrie légale, souvent parce qu'on est en milieu fermé. Donc, ce qui nous permettait de remplacer ces situations-là d'exposition au café, dans l'autobus, par des situations qui s'approchent de ça en réalité virtuelle pour les préparer une fois qu'ils vont quitter. Ils auront vécu ces situations-là, mais de façon simulée. Mais ils ont tous un potentiel de réadaptation, effectivement, et de retour en communauté. C'est seulement que les exercices on veut qu'ils soient plus près de la vie réelle, parce que plus ils sont près de la vie réelle, plus ils ont chance de s'appliquer dans la vie réelle. Donc, au lieu de se contenter de diapositives, on a utilisé vraiment plus les techno-immersives. C'est ce qu'on veut. Dans la NICU, on va développer plus de scénarios pour les essayer en clinique pour voir à quel point ça a un impact aussi au niveau de la cognition sociale, de l'anxiété qui pourrait découler, et aussi des sorties à l'extérieur qui vont s'en suivre aussi pour voir à quel point ça a un impact au niveau du stress qu'ils peuvent vivre, de la colère, de l'irritabilité. Ce serait intéressant de mesurer de manière longitudinale après la réadaptation, la sortie, etc. Est-ce que les personnes qui ont suivi des modules comme ça se sentent plus habiles, plus à l'aise pour se réadapter à certaines situations de la vie quotidienne?
Exactement. C'est dans les plans, mais peut-être plus dans un horizon de 2 à 3 ans, parce que là, tout le monde est encore en validation, en développement, pour être sûr que les scénarios viennent vraiment cibler les éléments qu'on veut. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres C'est moi. commentaires? J'ai une autre question. Ok, vas-y. Rapidement. Je sais que je suis gourmande, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'étais curieuse de savoir, parce qu'on parlait des technologies immersives et c'est vrai qu'on est dans une vague qui prend l'usage de technologies immersives pour remplacer justement des situations qui pourraient être impossibles, comme dans ton cas, dans le cadre de ton étude, Emmanuel, Mathieu, pardon. Mais je me demande, est-ce que les effets secondaires ou à long terme d'usage de ce genre de technologie a été étudié ou potentiellement pourrait être étudié parce que si on voit les lunettes de réalité virtuelle, qu'on essaie d'être exposé pendant un certain temps, il pourrait y avoir des impacts sur les capacités cognitives, sur la concentration, sur un étourdissement. Est-ce que tous ces éléments-là ont été étudiés pour s'assurer qu'on pourra utiliser ça à long terme comme une solution alternative à la vie réelle? Donc, C'est sûr que les technologies immersives, notamment la vidéo immersive, peuvent causer ce qu'on appelle la cybersickness, les cybermalaises. On peut se sentir étourdi, un peu comme le mal des transports, notamment particulièrement avec la vidéo immersive. C'est un impact négatif parce que contrairement à l'environnement simulé où si on bouge la tête, l'environnement va s'ajuster. Là, c'est comme s'il y a une discordance parce qu'on bouge, mais l'image est fixe, donc ça peut nous causer des nausées ou autres. Et nous, dans notre projet Athlétique, on avait quand même soumis un questionnaire de cybermalaise après chacune des séances qu'on a faites où les gens visionnaient quand même 6 vidéos différentes, une à la suite de l'autre. Mais les vidéos sont très courtes de notre côté et donc ça n'a pas suscité de malaise en particulier pour personne. Cela dit, c'est des technologies qu'on ne recommande pas un usage pendant 2-3 heures consécutifs, assurément. Probablement qu'une demi-heure est pas mal le seuil critique là, avant de sentir certains inconforts, tout dépendant aussi de la technologie qui est utilisée. Mais oui, on l'a mesuré, puis nous, ça n'a pas eu d'impact, mais c'est tous des vidéos d'1 minute à 2 minutes parce qu'on voulait quand même que les patients se souviennent de ce qui s'est passé. Donc, si on présente un scénario de 10 minutes, 15 minutes, ils ne se souviendront pas nécessairement de tout ce qui s'est passé. Et là, on perdait un intérêt clinique. Merci. Sylvie, tu lèves la main, je t'en prie. Oui, bonjour. Sylvie Trudel, professeure d'informatique. Moi, j'étais intéressée à savoir, est-ce qu'il y a eu à faire du développement logiciel dans le contexte de ce projet de recherche et quels ont été les défis? Merci, Sylvie, pour la question. On s'alignait pour du développement logiciel, notamment pour tout ce qui est plateforme qui hébergerait les vidéos immersives, notamment. Cela dit, on a trouvé une solution déjà accessible qui était vraiment facile d'utilisation pour notamment avec Samsung, qui utilisait déjà certains types de librairies de vidéos qu'on pouvait intégrer. Donc, on n'est pas allé dans cette option-là actuellement, mais une fois que notre banque de scénarios va être développée, probablement qu'on va se tourner quand même pour avoir plus une plateforme plus officielle. Puis, c'est parce que ce qui va être intéressant éventuellement à développer, c'est toutes les technologies qui peuvent se greffer. Notamment, on parle de eye tracking ou de head tracking, donc notamment pour que les cliniciens aient des données aussi sur qu'est-ce que les patients voient pour peut-être venir corriger peut-être certains enjeux au niveau de l'attention visuelle. Donc, il y a quand même une infrastructure après ça qui va s'installer, probablement selon le financement qu'on ira chercher, mais on n'a pas eu la nécessité pour les besoins de la validation de contenu de nos exercices d'aller vers du développement. Mais ça va être nécessaire à court, moyen terme. Ça veut dire que pour déployer ces lunettes avec les vidéos immersives, il n'y avait pas besoin de développement logiciel spécial. Exactement. Puis, on s'entend aussi que pour nous, ça n'a jamais été, puis Stéphane a bien sûr vu ma thèse, nos scénarios restent des scénarios qui, pour les besoins de la cause en 2020, qu'on les a créés, c'était avec des vidéos immersives. Mais une fois que le contenu a été créé, validé, il n'y a rien qui nous empêche dans quelques années de se retourner plus vers la programmation pour créer des situations avec des avatars et là, où l'on pourrait ajuster en temps réel les stimuli qui se présentent à nous. Donc, mais les scénarios, l'idée est là.
Puis c'est ça le plus important. Là, le médium pour l'utiliser, c'est la vidéo immersive. Probablement que ça va peut-être changer dans 5 ans aussi. Donc, il y a différents enjeux au niveau de programmation, au niveau informatique qui vont se présenter à nous, puis des opportunités qui vont s'offrir à nous aussi. Merci. Excellent, merci beaucoup. Il ne faut pas de petites mains levées. Justement, je voulais te suggérer, Mathieu, peut-être pour les dernières minutes qui nous restent avant la deuxième présentation, comme le thème c'est co-design, et c'est vrai que je suis censé déjà avoir toutes les réponses à mes questions vu que j'ai lu ta thèse et tout, mais ça se peut qu'il y ait des trucs aussi qui m'échappent ou que je n'ai pas en tête. Et aussi pour les besoins peut-être de compréhension pour notre public, nos participants, disons. Ça peut être intéressant. J'ai envie de poser une question très simple. Pourquoi le co-design? Pourquoi Non mais vraiment, c'est sérieux comme question. C'est-à-dire, pourquoi avoir eu besoin de faire de la co-conception avec ces personnes schizophrènes pour développer ces vidéos immersives? Pourquoi avez-vous pris cette décision, toi et ton équipe, vous qui êtes dans des disciplines où peut-être le co-design, ce n'est pas non plus quelque chose de naturel, habituel. D'où c'est venu et pourquoi? Peut-être ça pourrait être une bonne question conclusion. Je vais être très humble avec ça. J'aurais dit ça vient de moi, mais à mon examen de synthèse doctorale, j'avais une professeure qui baignait beaucoup déjà dans les technologies, qui m'a vraiment aiguillé parce que le processus au début était très clinique, très théorique. On s'alignait vers un processus qui était vraiment de top-down. Nous, on a nos idées, puis on va créer des scénarios en conséquence. Puis, je me suis fait initier tout au processus de co-design, de design participatif, qui m'a vraiment amené à avoir peur que ce qu'on allait développer ne fonctionnerait pas si je n'allais pas de l'avant avec les cliniciens et avec les patients, parce qu'au final, ce serait eux qui utiliseraient ces scénarios-là. Donc, puis c'est ce médium-là dans leur thérapie. Donc, je me suis vraiment entouré avec des cliniciens, des patients pour s'assurer que maximiser les chances que le contenu fonctionne parce que on fait un doctorat, on le fait souvent pour une raison, on veut que ça fonctionne, on ne veut pas arriver avec un flop à la fin. Puis plus j'ai dans la littérature, plus ça me semblait évident que c'est vers ça qu'on devait se diriger pour ce projet-là. Et je ne l'ai certainement pas regretté. Mais effectivement, étant d'une discipline de santé, de réadaptation, je n'avais jamais entendu parler des approches plus de co-design, de design participatif avant ma deuxième année de doctorat, là, probablement. Donc, le projet n'avait pas pris encore fort. C'est intéressant que tu parles de top-down parce que c'est comme si tu montrais ce dont il faut se détourner. Pourquoi faire du co-design? Mais parce que l'approche top-down, qui, je pense qu'on peut le dire, est assez classique en médecine, en recherche médicale, en psychiatrie peut-être encore plus, une approche experte. Et là, ce qui est intéressant, parce qu'on aurait pu te conseiller le co-design, puis tu aurais pu dire oui, non, mais ça a l'air bien, mais non, nous, on sait ce qu'on fait. Mais là, ce qu'on sent dans ta réponse, ça m'apparaît un peu plus clairement à partir de cet échange-là, c'est que dans ta recherche, tu as vraiment eu le souci à un moment donné, il faut que ça marche vraiment pour les gens. Ouais. Et là, tu t'es dit, si on reste que top-down, c'est pas du tout sûr que ça va vraiment marcher pour les gens. Et tu disais, c'est peut-être lié au fait de vous faire un doctorat qui aboutit à quelque chose qui fonctionne, mais je crois que c'est applicable à n'importe quel projet de recherche ou d'innovation, vu que ça coûte cher, on devrait avoir ce même souci. Donc, c'est vraiment éclairant, ta réponse. Oui, puis si je veux juste ajouter, Stéphane, effectivement, on nous enseigne beaucoup en recherche les méthodes qualitatives, quantitatives, mais le co-design comme méthode aussi, comme méthode pour générer des résultats, c'est très peu exploité, là. Puis on suit aux écrits, mais il n'y a pas... je veux dire, je l'ai appris, on va dire, sur le tas, un peu à faire des ateliers de co-design, puis mais maintenant, avoir fait mon postdoctorat aussi avec vous, puis voir un peu les outils qui peuvent faciliter la création d'idées, le prototypage, c'est des éléments que je pense que beaucoup de gens auraient intérêt à connaître, à s'approprier dans leur recherche qui peut déborder du cadre du design. Donc, c'est un autre petit point que je voulais ajouter, là, mais qui sont des éléments importants. Parfait. Merci beaucoup. Alors, bravo Mathieu. On va enchaîner avec la deuxième présentation. Et justement, c'est intéressant parce que, si vous me permettez cette petite caricature rapide, eh bien, Mathieu, c'est quelqu'un qui vient du domaine de la recherche en santé, qui va vers
le co-design et le design. Et puis maintenant, on va écouter Mélanie Tremblay qui vient du monde du design et qui, dans ses recherches, est allée vers le domaine de la santé, d'ailleurs un peu comme on le fait à la chaire finalement. Donc, ça va être intéressant, transition toute trouvée. Donc, écoute Mélanie, la parole est à toi, on est dans les temps, on est parfait. Donc, tu as 20 minutes, partage d'écran à ta disposition. Donc, je vais te laisser, tu pourras compléter la présentation également que j'avais faite de toi. Donc, Mélanie Tremblay, doctorat à l'Université Laval, actuellement à l'École nationale d'administration publique. Et la présentation porte sur l'expérience des participants dans un processus de co-design en cybersanté, à partir donc d'un cas particulier qui est le projet CADA, dont Mélanie va nous parler. À toi. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Juste un petit mot sur mon rôle à l'ENAP. En fait, je travaille actuellement avec surtout les gestionnaires de l'administration publique, justement dans ce type d'approche de co-design, beaucoup par le biais de laboratoires d'innovation, en amenant les gestionnaires de la fonction publique à construire leur compréhension des défis qu'ils rencontrent et co-créer des pistes de solutions à expérimenter. Donc, beaucoup de démarches d'innovation et on les accompagne jusqu'à l'expérimentation des solutions-là, de ce type de solutions. Donc, je vais partager dès maintenant mon écran ici. Juste si vous pouvez confirmer. Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, en effet, moi, je me spécialise, je me suis intéressée dans le cadre de ma thèse à l'expérience des participants. Donc, perspective sur l'approche de co-design, analyse de l'expérience des participants dans un projet de co-design en cybersanté. Présentation assez standard avec des icônes là, qui permettent de suivre tout au long de la présentation. Donc, on commence tout de suite avec la problématique qui se situe au niveau de la cybersanté. Donc, ici, on est un contexte un petit peu plus large. Donc, ça rejoint vraiment l'ensemble des solutions numériques qui s'adressent autant aux professionnels de la santé qu'aux patients et surtout à l'interaction entre les deux. La cybersanté, c'est important parce que ça permet de réduire les distances, l'isolement, une accessibilité accrue aux données également. Et bien sûr, la cybersanté a été très importante dans le contexte là, lié à la pandémie COVID-19 parce qu'elle a permis là, de poursuivre le suivi des patients à distance. Mais dès qu'on parle de technologie et d'humain, on parle de potentiel enjeu d'utilisabilité, également d'enjeux au niveau de la littératie numérique. Donc, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont autant à l'aise à interagir avec les technologies. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps que les chercheurs qui s'intéressent à la cybersanté disent que ça prend une approche centrée sur non seulement une approche centrée sur l'humain, mais également qu'il faut faire participer les personnes concernées à la création des solutions numériques en santé. Et c'est exactement ce que propose l'approche de co-design qui fait participer les personnes concernées à la co-création des solutions. Donc, dans ce projet-là, nous, on s'est arrêté à l'approche de co-design de Sander et Stappers, qui est le processus démocratique de co-création qui inclut la participation de tous, chercheurs, gestionnaires, designers et utilisateurs. Donc, on est tous à part égale co-designers dans ce projet. Donc, malgré son potentiel, il y a plusieurs défis dans le co-design. D'abord, ce sont des démarches extrêmement coûteuses en termes de temps et d'investissement. Il y a énormément de variables en termes liés à la participation, l'apprentissage mutuel, la cognition de groupe, le design thinking, donc capacité au design thinking, à l'empathie, à la créativité et des variables liées aux démarches elles-mêmes. On parle de quel domaine, participants, quels sont les objectifs, etc. En fait, il y a 2 revues systématiques qui témoignent que bien que dans la majeure partie des cas, les projets de co-design vont démontrer des résultats positifs. Il y a quand même des projets de co-design qui ont rapporté des aspects mitigés, voire même négatifs, des effets négatifs. Donc, on constate qu'il y a des démarches qui sont plus fructueuses que d'autres. C'est pourquoi on s'est demandé, en tout cas, je me suis demandé
si c'est aussi compliqué de faire du co-design et qu'il y a vraiment beaucoup de variables et que c'est pas, ça ne va pas nécessairement mener vers des résultats positifs, quelle est l'expérience pour les personnes qui participent? Parce qu'au fond, ils sont essentiels à la démarche. Il n'y a pas de co-design sans utilisateurs potentiels ou sans participants. Donc, en examinant la littérature à cet effet, il y a plusieurs éléments qui sont rapportés dans la littérature et ce qu'on constate, c'est que ce qui est rapporté est surtout plutôt une documentation extrinsèque de l'expérience, c'est-à-dire c'est le point de vue du chercheur comme observateur qui rapporte un peu l'expérience des participants. Même si parfois c'est rapporté avec des verbatims, on ne sait pas si c'est ce qui ressort vraiment comme significatif pour les personnes qui ont participé. Donc, considérant la montée importante des projets de co-design, surtout en cybersanté, pour nous, c'était essentiel de comprendre l'expérience vécue du point de vue de la personne pour documenter ce qui fonctionne et dans quelles circonstances et s'assurer que les personnes qui s'engagent continuent de s'engager dans ce type de démarche. Donc, pour ce projet, on a mobilisé le cadre théorique du cours d'action, qui est un cadre théorique qui vise à l'analyse de l'activité humaine et qui donne le primat au point de vue de la personne, donc à l'expérience intrinsèque. C'est basé sur le concept de pensée signe de Peirce et donc qui veut qu'une personne va décrire son activité sous forme de signes en fonction de ce qui est significatif pour elle dans son expérience. Et Thureau propose donc de décomposer ces signes en 6 composantes qui sont les composantes cognitives sous-jacentes à l'action humaine. Donc, la composante de base est celle de l'unité, c'est ce que dit, pense ou fait l'acteur à un moment précis de son activité et en fonction de ce qu'il considère dans son environnement, qui est la composante du représentamen. Donc, le représentamen et l'unité, ce sont les composantes de l'action. Mais avant même que se déroule l'action, la personne va arriver avec son bagage, donc son état de préparation qui inclut les composantes de l'engagement, qui sont les préoccupations de la personne en fonction de l'élément qui est considéré de la situation. Et donc, engagements qui sont liés, des attentes qui sont liées à ces engagements-là. Et également référentiels, donc qui sont les savoirs et tout ça, toute cette dynamique qui est directement en fonction de ce qui est considéré dans la situation. Tout ça mène vers l'état d'appropriation, donc la personne a interprété ce moment de la situation. Donc, le cours d'action, en fait, nous a permis de comprendre finement la dynamique cognitive de l'expérience pour chaque personne. Et on a aussi mobilisé la notion d'expérience de Dewey pour cibler les moments significatifs dans le cours d'action des participants. Donc, bien que ça soit découpé en signes, il y a certains signes qui apparaissent plus importants que d'autres. Donc, objectif de recherche, 3 objectifs. En fait, c'était une thèse par article, donc chaque article avec son propre objectif. Qu'est-ce qui a été significatif dans l'expérience de l'ensemble des participants durant la démarche de co-design? Qu'est-ce qui a préoccupé les participants? Qu'est-ce qui a mobilisé leur engagement? Donc, ici, on s'est intéressé à une composante spécifique du cours d'action. Et ensuite, comment une séance de co-design est-elle vécue par les participants? Quel est le schéma de leur expérience? Donc, comprendre comment une séance spécifique est vécue pour une personne. Donc, pour atteindre nos objectifs, on a collecté nos données sur le projet CADA, qui était un projet de co-design visant à concevoir un outil pour aider les proches aidants d'aînés en perte d'autonomie, donc faciliter la recherche d'aide de ces proches aidants d'aînés. Donc, bien sûr, ce projet incluait des proches aidants, mais également des professionnels de la santé et des membres d'organismes communautaires, parce qu'en se disant qu'ils auraient également à utiliser l'outil dans le cadre de leur fonction. Donc, ce projet s'est déroulé sur 8 séances de co-design, entrecoupées de 3 séances du comité aviseur. Le comité aviseur avait un mandat un petit peu différent et s'assurait que la progression de l'outil correspondait bien aux données collectées lors des séances de co-design et également à trancher lorsqu'il n'y avait pas de consensus. Pour les séances de co-design, les participants étaient différents chaque fois
parce qu'on a visité plusieurs régions du Québec. L'idée était de concevoir un outil qui pouvait répondre aux besoins de l'ensemble du Québec. Tandis que pour le comité aviseur, les participants étaient généralement les mêmes. Au niveau de l'équipe de recherche, donc moi, je faisais ma thèse là-dessus, mais je faisais également partie de l'équipe de recherche. Nous étions 4. Donc, mon rôle à moi, c'était surtout mon rôle de designer, experte en expérience utilisateur. Et j'étais accompagnée de 2 chercheurs en santé, dont la chercheure principale et d'une chercheure en anthropologie. Donc, lors des séances de co-design, quand on a effectué des activités en sous-groupe, nous avons toutes eu à faciliter là, les activités en sous-groupe. Pour le terrain de recherche, sur les 74 co-designers recrutés pour ce projet, nous avons donc documenté l'expérience pour 20 personnes lors de 21 entretiens. Donc, il y a une personne qui a été interviewée à 2 reprises, 9 proches aidants, 4 professionnels de la santé et 8 membres d'organismes. Donc, on a voulu vraiment documenter tout au long du projet parce que l'idée, c'était de comprendre un peu l'ensemble de l'œuvre et que, de toute manière, les activités étaient très différentes à chaque séance. Donc, par exemple, là, pour les séances du comité aviseur, ça se déroulait généralement en plénière, tandis que les séances de co-design, il y avait un début en plénière et ensuite souvent des activités en sous-groupe. Donc, c'est important là, de documenter l'ensemble de l'œuvre. Donc, 2 volets pour la collecte de données. Le premier, de documenter le volet, la dimension extrinsèque, c'est-à-dire le point de vue du chercheur. La première étape, c'est des enregistrements vidéo et audio lors des séances et qui nous permettait de construire une chronique partielle qui est en fait un déroulé là, des moments importants de la séance et des interventions importantes. Ensuite, le deuxième volet, pour documenter la dimension intrinsèque, c'est-à-dire le point de vue de la personne, donc effectué à l'aide d'abord d'entretiens d'autoconfrontation lors desquels des portions de l'activité étaient montrées à la personne en l'invitant à décrire son activité, comment elle se sentait et quelles étaient ses préoccupations, etc., à ce moment précis. Ensuite, entretien transcrit et combiné à la chronique partielle pour obtenir une chronique complète qui inclut à la fois le point de vue du chercheur, la description du chercheur et celle du participant. Première étape de l'analyse de données, donc, c'est d'identifier le signe et ses composantes dans la chronique complète. Et la deuxième étape, une analyse thématique émergente à l'aide de la méthode de comparaison constante pour les deux premiers objectifs et ensuite une exploration empirique des dérivations naturelles qui sont les plus récents travaux de Theureau qui vont raffiner certaines composantes, donc la composante de l'unité du représentamène et de l'interprétant, donc découpée en sous-composantes. Donc, on a effectué cette étape à l'aide d'une démarche typologique. Au niveau des résultats, donc pour le premier objectif, l'analyse a permis de faire ressortir 5 grands thèmes de l'expérience, dont le plus important étant les contraintes extrinsèques et les effets de la situation. Ensuite, la déstabilisation, apprendre ensemble, obtenir des bénéfices personnels et interactions frustrantes avec les autres. Un exemple lié aux contraintes extrinsèques et effets de la situation. Donc, une professionnelle de la santé, lors de la séance de co-design 6, d'une présentation en plein air, qui dit « J'avais le goût d'être dans l'action, de faire quelque chose, je trouvais ça long. » Donc, cette présentation en plein air a duré 1 heure, la première heure de la séance de co-design. Le codage donc des thèmes et des sous-thèmes a été non mutuellement exclusif, ce qui a permis d'obtenir dans MaxQDA, le logiciel qui a été utilisé, une cartographie de l'expérience générale qui relie finalement, qui témoigne des co-occurrences entre les thèmes et les sous-thèmes. Donc, l'épaisseur des liens témoigne de l'importance des co-occurrences entre ces thèmes et sous-thèmes. Ce que ça permet, c'est de visualiser le collectif d'expériences par le biais de récits individuels. Et en suivant la trajectoire, on comprend un peu la dynamique de cette expérience-là.
Et ce qui ressort, en fait, de cette analyse, c'est l'importance de la préparation et la modération des sessions et de l'interaction avec les autres, qui est en fait une composante, une constituante du co-design. Donc, si on y va de manière plus finement, si on zoome, par exemple, dans la carte, et là, on va regarder avec le signe pour comprendre plus finement cette dynamique de l'expérience. Donc, ce qui relie, par exemple, l'incapacité perçue à atteindre les objectifs et aurait aimé pouvoir se préparer d'avance. Donc, un signe d'une proche aidante lors d'une discussion en plénière de la deuxième séance du comité aviseur qui, donc, dit, et là, elle me dit ça à moi durant l'entretien d'autoconfrontation, j'étais mal à l'aise de ne pas tout avoir ce que je pensais déjà avoir à ce moment-là. Donc, ce qui est considéré dans la situation, c'est que j'ai un gros document que je n'ai pas lu et il faudrait que je donne mon opinion sur ce qu'on enlève. Donc, son appropriation, elle aurait voulu avoir tous les documents avant la rencontre pour mieux se préparer. Ces chercheurs, ils ont tout fait. J'aurais voulu avoir tout ça avant d'arriver, puis que je dise aujourd'hui, elles sont rendues là, puis elles veulent m'entendre comme ça. Donc, clairement, ce n'est pas ce qui se passait pour elle et donc, ça affectait beaucoup son expérience. Pour le deuxième objectif, donc l'engagement des participants, en fait, il y a 3 grands thèmes qui sont ressortis de l'analyse. Donc, les engagements relatifs au design de l'outil, les engagements relatifs aux besoins personnels et professionnels et les engagements relatifs à la situation. Et en fait, on a croisé ces thèmes-là avec les différentes variables et on a remarqué une grande variation là, avec plusieurs variables. Par exemple, ici, avec le type de séance, on remarque que l'engagement relatif au design de l'outil est vraiment inférieur lors des séances du comité aviseur comparé aux séances de co-design et que lors les engagements relatifs aux besoins personnels et professionnels sont vraiment plus importants lors du comité aviseur. Variation également pour les types de participants. Donc, on constate là, que le design de l'outil a été significativement moins important pour les membres d'organismes. Et enfin, variation sur les séances elles-mêmes. Donc, bien que les séances de co-design, l'engagement sur le design de l'outil était généralement plus grand lors des séances de co-design, on remarque que lors de certaines séances de co-design, il est significativement moins important. Des hypothèses pour expliquer ces différentes variations. D'abord, la première hypothèse, la nature de l'activité comme affordance de l'action et de l'engagement. Hein, on suggère une façon d'agir, l'environnement, l'activité suggère une façon de s'engager. En fait, les discussions en plénière ont eu tendance à orienter beaucoup plus les engagements sur les besoins personnels et professionnels et sur la situation, tandis que les activités typiquement utilisées en design, comme les maquettes, prototypes, tests utilisateurs, ont eu tendance à orienter l'engagement sur le design de l'outil. La deuxième hypothèse, le désengagement du design de l'outil. Donc, en fait, c'est que lorsque les participants, l'engagement des participants était orienté sur leurs besoins ou sur la situation, et que les attentes qui sont liées à ces engagements-là ne pouvaient être répondues, bien, ça aurait pu engendrer une forme de désengagement. Donc, désengagement là, qui est mentionné dans la littérature d'ailleurs par Carver et Shear et par Owe également. Donc, un exemple en reprenant l'exemple de la professionnelle de santé du co-design 6, de cette fameuse présentation en plénière de 1 heure, qui nomme à un moment clairement son désengagement. À ce moment-là, je sais qu'on ne finit pas nos mandats. À la place de foncer puis d'essayer de dire, à ce moment-là, je décide de me dégager. Elle se recule, donc elle devient désengagée au design de l'outil. Pour le troisième objectif, on a documenté finement avec les dérivations naturelles pour 3 participants, un de chaque catégorie, une personne de chaque catégorie. Et en fait, ce qui ressort surtout de cette analyse, c'est l'importance des inscriptions symboliques.
Pour Turo, ce que c'est les inscriptions symboliques, ce sont des produits de la culture qui peuvent être plus ou moins partagés par une communauté spécifique à laquelle fait partie l'acteur. Et le plus ou moins partagé, c'est ce qui est vraiment important ici, c'est que pour ces 3 personnes-là, leur participation était mobilisée par des éléments de la situation qui croyaient partager au sein de leur culture, mais qui se rendraient compte que finalement, ce n'était pas le cas. Donc, leur appropriation était continuellement en réinterprétation de leur culture, qui pourrait d'ailleurs avoir un lien avec l'hypothèse du désengagement sur le design de l'outil. Notre analyse nous a mené à proposer certaines affordances pour non seulement optimiser la démarche de co-design, mais optimiser également l'expérience pour les personnes. Donc, ces affordances se retrouvent à la jonction ou l'intersection des 3 grandes sphères ou domaines qui sont constitutifs du co-design selon nous, le design, la collaboration et la participation. Donc, la première proposition qui se situe au centre est d'équilibrer et de canaliser les tensions possibles entre les buts identitaires des participants, les objectifs et les contraintes du projet de co-design. La deuxième est d'optimiser la collaboration en canalisant les échanges vers des interactions positives et constructives entre les participants. On entend souvent parler de confrontation de perspectives en co-design, mais je pense qu'il faudrait plutôt parler de mise en commun des perspectives. Ensuite, de placer les designers comme facilitateurs et créateurs d'expériences pour orienter les participants dans une démarche de design thinking. Je vais revenir sur ce point dans les prochaines diapos. De permettre aux participants d'avoir un sentiment de satisfaction de leur contribution, s'assurer qu'ils veulent continuer à participer à ce genre de démarche. Et enfin, de privilégier une participation continue ou multiple plutôt qu'isolée à l'aide de démarches de co-design pour permettre au besoin la réinterprétation d'une culture lorsque c'est le cas. Donc, retour sur le parcours comme designer. Il y a une grande progression dans ma perception de la contribution des participants. Au départ, je me questionnais comment des personnes non designers pouvaient contribuer à la démarche de co-design à finir à comprendre que finalement, c'était mon rôle, notre rôle, de mettre en place les conditions nécessaires pour faciliter, pour encourager et optimiser leur contribution. Ensuite, dichotomie entre la posture de doctorante et de designer. En tant que doctorante, je voulais limiter ma participation pour ne pas nuire à la collecte de données, mais avec le recul et comme designer, je trouve que j'aurais dû avoir une plus grande implication pour optimiser la contribution des participants et aussi pour le troisième point qui est de constater l'importance de l'animation avec des activités de design. Donc, pour terminer, on constate que la participation est loin de se limiter au design de l'outil. J'ai proposé quelques pistes à explorer et on pense que certains contextes qui pourraient être plus contributifs que d'autres. Donc, s'engager dans des démarches de co-design lorsque les participants ont un réel potentiel de décision sur la problématique elle-même. Donc, merci beaucoup à tout le monde et j'ai hâte d'entendre vos questions, réflexions, commentaires. Voilà, je vais arrêter le partage. Merci Mélanie, merci beaucoup. Parfait, bon. Merci d'avoir joué le jeu toi aussi pour cette présentation. Je vois que tu as aussi des applaudissements virtuels. Moi, j'ai noté plein de points sur lesquels je serais intéressée de revenir, mais je vais essayer de laisser la parole peut-être à d'autres personnes pour commencer. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient réagir dès maintenant? Si oui, vous levez la main, il n'y a pas de problème. Et Sana, c'est Sana. Oui, vas-y Sana. Non, je peux attendre s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à participer. J'ai vu une main se lever, Laurent ou Jérémy? Camille, je crois. Jérémy, pardon. Excusez. Oui, vas-y, Sana. D'accord, ok. Donc, merci d'abord pour cette présentation que j'adore, la façon avec laquelle tu as exposé les éléments clés de comment on peut
mener des ateliers de co-design sans avoir ces frustrations à travers l'expérience vécue des participants. Mais j'ai une curiosité par rapport à la question de facilitation dont tu as déjà mentionné l'importance dans la phase de codage et d'analyse des données. Tu as dit qu'on s'est rendu compte de l'importance de la facilitation. Les ateliers se sont déroulés avec 4 chercheurs de disciplines différentes, santé, design et ethnographie, qui fait que peut-être il y a des façons de faire, de faciliter qui sont disparates et différentes. Donc, ma question au départ, avant que tu arrives à la fin, parce que j'ai noté la question, c'est comment vous vous êtes organisé pour créer une forme ou unifier quelque part la façon de faciliter les ateliers, s'il y a eu lieu. Et puis, la question a évolué un peu parce que tu parlais tout à l'heure qu'il y a comme parmi les conclusions, c'est qu'il faut que ces ateliers soient facilités par des designers. Je suis d'accord avec le point, mais j'aimerais bien qu'on étale un peu plus. Quels sont les apprentissages qui ont conduit à ce qu'on décide que c'est des designers qui font le mieux faciliter les ateliers? Quels sont les points clés qui distinguent quelque part le profil de designer pour lui permettre de bien faciliter des ateliers participatifs avec des non-designers? Et merci. Merci pour la question, Sana. Donc, en fait, pour répondre à la première question, c'est sûr que ça a été quand même un enjeu parce que, bon, j'étais une designer, il y avait 2 chercheurs en santé, une en anthropologie. Donc, comment on a conçu, comment on a envisagé les activités, il y avait beaucoup de négociations entre les 4. Fait qu'on faisait comme, j'appellerais pas ça, mais la collaboration pour la préparation des séances. Et c'est certain que même si moi, j'avais des propositions, mon point de vue valait 1 sur 4. Donc, il y a parfois des activités qui ont choisi de prendre et pour lesquelles je n'étais pas vraiment d'accord, mais tu sais, je veux dire, mon point de vue équivalait à, on était 4, donc c'était la négociation. Pour la deuxième question, en fait, ce que je dis, c'est que je dis l'importance d'animer les activités avec une approche en design. Est-ce que c'est forcément des designers? On peut, je pense qu'il est possible de former des gens à avoir une approche design pour concevoir et animer les ateliers de co-design. Mais je ne vais pas jusqu'au point à dire que mes collègues, lorsqu'elles facilitaient, n'étaient pas en mesure d'avoir la bonne approche. T'sais, il y a beaucoup dans la préparation, puis il y a beaucoup dans la posture. Et puis là, on était dans un contexte avec des proches aidants, de proches aidances, où le principe du care est hyper important. Et donc, je dirais, il y a des fois, parfois, les proches aidants vivaient des moments difficiles et partageaient ça lors des séances de co-design. Donc, je voyais mes collègues en santé vraiment se placer dans cette posture de care-là. Donc, je pense que moi, j'ai appris beaucoup d'eux de m'engager avec cette posture de care-là. Et je pense que c'est ça. C'est quand même une belle chimie pour terminer. Mais tu sais, je dirais que c'est surtout le format, le type d'activité, l'activité comme affordance qui suggère l'action. Je pense que c'est vraiment plus là que c'est important d'aller. Merci. Camille, tu avais levé la main. Oui, merci Mélanie pour la présentation. C'était super bien structuré. Je savais où est-ce qu'on allait. J'ai bien apprécié. Je suis un peu mélangée, moi, dans les termes quand on parle. Tu sais, c'est un webinaire aujourd'hui qui parle de co-design. Parfois, je suis un peu confuse lorsqu'on parle de co-design ou de design collaboratif ou approche participative. Parfois, j'aime un peu me mêler les pinceaux dans tous ces termes-là. Je ne sais pas si tu pourrais nous éclairer un peu plus à ce niveau. C'est excellent. Merci de la question. C'est une excellente question et c'est également quand j'ai commencé ce projet et que j'ai commencé à documenter, je me suis perdue aussi dans tous ces termes-là. Ce qu'on constate, en fait, il y a le spectre de ce type d'approche-là est très large et il y en a qui disent faire du co-design alors qu'ils ont seulement fait un test utilisateur. Donc, c'est un petit peu, c'est du tout et du n'importe quoi. Donc, de mon point de vue, moi, ce que je pense, quand on parle de co-design, d'abord, c'est une approche où la personne n'est pas seulement consultée ou qu'elle participe vraiment au processus créatif de l'outil. Donc,
la dimension créative, elle est fondamentale pour que qu'on puisse coller l'étiquette co-design pour moi. Ça, c'est un point. Le deuxième point, l'utilisateur final, la participation de l'utilisateur final. Et c'est ce qui, pour moi, différencie le design collaboratif du co-design. Donc, on peut collaborer entre des chercheurs designers, des ingénieurs, on peut collaborer avec différents domaines de chercheurs ou en tout cas d'experts de différents domaines. Mais s'il n'y a pas d'utilisateur final qui participe, puis là, c'est mon point de vue, à la démarche, alors on est plus dans un design collaboratif et le co-design, on a besoin de l'utilisateur final. Et puis, bon, en termes, pour le design participatif, en fait, c'est que les démarches sont venues au départ, on appelait ça design participatif, donc avec les travaux de LPN. Et donc, je ne voudrais pas distinguer le design participatif du design, du co-design, à mon avis, parce que je ne voudrais pas comme dire, bah, mais ça, c'était pas vraiment du co-design. J'ai plutôt une approche, à mon avis, inclusive que de dire comme ça s'appelait du design participatif au départ, mais bon, l'évolution linguistique, maintenant, on parle de co-construction, je pense qu'on est juste rendu, c'est l'évolution linguistique là, qui nous a mené à peut-être parler de co-design. Hypothèse, voilà. Merci Mélanie. Laurent, vous voyez, je me disais que j'avais vu une main, mais peut-être elle suscitait. Tu avais lu dans mes pensées, Stéphane. Merci. Merci pour la présentation, Mélanie, super intéressant. Je vais peut-être poser une question qui va créer une vague un peu grande pour le temps qui reste, pour le temps qui reste aujourd'hui, mais super intéressant les deux présentations. Je me posais la question pour rebondir un peu sur les constats de Mélanie dans ta présentation. Je suis designer industriel moi-même. J'ai procédé ou en tout cas fait du co-design dans mes études puis dans un projet particulier, mais je me pose parfois la question, puis loin de moi de penser que c'est pas une bonne chose, mais des fois je me dis, est-ce que le co-design, est-ce que tout se co-design en fait? Est-ce que le co-design peut être appliqué à tout et n'importe quoi? Puis comment on fait justement pour déterminer qu'est-ce qui est un bon projet pour une approche et une bonne approche de co-design aussi? C'est peut-être une grosse question. C'est une grosse question. On a besoin d'une vague, on va la surfer. Vas-y, Mélanie. Moi, je pense, c'est une excellente question. Merci pour la question. Je pense que non, ça ne s'applique pas à tous les contextes parce que c'est compliqué. On l'a vu, ça faisait partie. C'est compliqué, il y a énormément de variables, ça coûte cher, c'est long. Donc, c'est ce que mes données m'ont permis de dire aussi à la fin. Je dis, lorsque le contexte, il y a des contextes plus contributifs, c'est lorsque les personnes ont un réel potentiel d'impact sur la problématique elle-même. Dans le projet où on était, à un moment donné, puis c'est pour ça qu'il y a eu comme un désengagement sur le design de l'outil, les gens, juste la perception de l'approche aidante, il y avait un conflit entre comment on approche l'approche aidante en santé et dans le communautaire. Et il y avait beaucoup de confrontations de cette perspective-là. Donc, il y avait ça. Et il y avait aussi les proches aidants. On pense, on dit, hey, c'est des proches aidants, on veut juste aider. Mais là, finalement, non, c'est pas tout à fait ça. Il y en a qui tirent sur la couverte pour prendre, avoir les sous d'un côté. Fait que finalement, tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui travaille ensemble pour aider les proches aidants. Il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux des gros joueurs qui tirent sur la couverte. Et donc, en fait, les gens étaient mobilisés pour discuter de la façon dont on considérait l'approche aidante au Québec. Donc, la problématique elle-même. Et donc, l'outil, le design de l'outil, il n'était pas là. On avait des problèmes plus importants, finalement,
qu'on n'est peut-être pas rendu à un outil, là. Donc, il aurait fallu prendre un pas de recul puis leur permettre cette ouverture-là. Mais si on ne peut pas le permettre, puis là, je comprends qu'on ne puisse pas le permettre, on est dans des enjeux, souvent des projets financés, tout ça, ben, à quelque part, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut avoir cette ouverture dans OK, mais ça se pourrait qu'on recule de notre objectif ou que l'objectif, les participants puissent faire évoluer l'objectif du co-design. Et merci pour Super la intéressant, question. merci. Ouais. Peut-être je me permets de faire quelques rebonds, on s'approche de la fin. J'avais quelques points. C'est tellement un sujet qui nous passionne à la recherche. Je pourrais en parler une petite heure de plus, mais je vais faire bref. Mais merci à nouveau. Non, je me disais, j'ai un petit regret, tu le sais, Mélanie, c'est qu'on ne voit pas un peu l'outil, qu'on ne voit pas des choses un peu visuelles, qu'on ne rentre pas un peu plus dedans, mais je sais qu'il y a eu des contraintes aussi pour ça. Mais en tout cas, ce qui ressort de ta présentation et aussi de ta thèse, c'est que comme tu évalues le vécu par les participants du co-design, ce qui est en soi une avancée importante puisque personne ne s'est vraiment intéressé à ça de manière systématique, donc je pense qu'il y a beaucoup de résultats intéressants à réinvestir pour faire du bon co-design, justement en prenant mieux en compte l'expérience des participants. Toutefois, ce qui me frappe, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas toujours bien passé chez les participants, parce que tu fais ressortir un résultat qui même s'il y a eu des bénéfices, statistiquement, là, on voyait qu'il y avait un peu de contraintes, de choses qui ressortaient. Puis, en vous écoutant à l'instant dans la discussion avec Laurent, je me disais que c'est comme si ça me donnait l'impression comme si toutes ces personnes ont peut-être un grand besoin d'échanger sur cette problématique, puis qu'elles se sont saisies de cette opportunité pour exprimer leur immense besoin d'échanger là-dessus, détournant un peu le processus qui était censé être designé un outil comme si la problématique était un peu réglée. Donc, en fait, moi, j'aurais envie d'aller dans le même sens en répondant à l'envers à la question de Laurent, c'est-à-dire oui, le co-design s'applique à tout, simplement, il faut bien choisir son objet. Qu'est-ce qu'on co-design? C'est quoi l'objet du co-design? Parce que là, peut-être qu'en voulant, des fois, on veut aller peut-être sur un point, puis les participants n'en sont pas encore là. Donc, il y a comme une adéquation à trouver entre les participants du co-design et l'objet du co-design. C'est qui en fait participer sur quoi? Est-ce qu'il y a un alignement entre les deux? Peut-être que l'alignement est parfois plus compliqué à trouver ou met plus de temps à se trouver et que peut-être là, il y avait un petit défaut d'alignement de ce côté-là, peut-être, je ne sais pas. Mais mon sentiment, en tout cas, c'est que le co-design, en lien avec cette question, va être tout particulièrement nécessaire dans certains projets. Par exemple, dans ce qu'a présenté Mathieu, ça s'est imposé comme un moyen de s'assurer que ça va fonctionner parce qu'il y avait une complexité qui faisait anticiper des risques. Et d'ailleurs, le co-design dans la littérature de recherche en santé est un terme employé. On y a travaillé dans un article qui va paraître bientôt et employé par des personnes qui ne sont pas forcément issues du design, mais qui perçoivent un besoin de ce type d'approche pour garantir justement un meilleur résultat auprès des publics cibles. Mais je ne sais pas si tu peux réafficher ton diagramme de Venn avec tes 3 cercles, mais que je trouve intéressant, parce que justement, puis ça fait un lien avec la question de Camille aussi, c'est que oui, le design collaboratif, c'est quand des experts collaborent entre eux, des designers experts, une équipe de designers, ils font du design collaboratif, ils sont entre experts. Mais comme ça a été dit, il n'y a pas forcément besoin, on va le voir dans le cercle. Si tu enlèves le cercle design à gauche, pour moi, ma version de la réponse, et puis c'est une discussion qui continue entre nous aussi, mais ma version de la réponse à la question, ce serait de dire, en fait, on peut très très bien faire de la collaboration et de la participation. Ça se fait depuis des décennies en architecture, en urbanisme, etc. Les approches participatives, c'est large. Ce n'est pas du tout propre au design, loin de là, ça a commencé avant même que le design peut-être s'en empare. Donc faire participer, la participation citoyenne, c'est une grande technique politique, municipale, enfin, c'est quelque chose qui se développe depuis très très longtemps, l'idée de faire participer les personnes à la décision. Bon. La collaboration, c'est plutôt entre des experts, mais pour moi, c'est le cercle design qui est intéressant là-dedans. C'est-à-dire que quand tu mets du design dans le co-design, tu n'obtiens pas la même chose
que quand tu fais de la co-conception participative sans culture design. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment à la chaire. Et pour moi, si tu enlèves le cercle de gauche, tu n'as plus besoin d'appeler ça co-design, tu peux appeler ça co-conception, par exemple. Ou bon, c'est un artifice parce que je joue sur la traduction française, mais tu peux appeler ça design participatif, par exemple, ou conception participative. Mais c'est le cercle design. Et moi, j'ai peut-être l'impression, Mélanie, est-ce que là, les cercles sont tous de la même taille, mais est-ce que le cercle design ne devrait pas être plus petit dans ton schéma? Parce qu'on dirait que dans cette recherche, justement, tu l'as un petit peu suggéré, la place du design n'était pas si grande. D'abord, toi-même, tu étais en minorité, puis le but, ce n'est pas forcément d'être en majorité, mais voilà, ta voix était numériquement plus réduite, puis c'était le jeu, c'était le contrat de départ. Mais aussi, les activités proposées, les types d'outils proposés n'étaient peut-être pas tant que ça ancrés en design. Puis tu l'avais souligné, les personnes qui faisaient la facilitation, toi-même, tu n'étais pas facilitatrice de ces groupes de co-design, si j'ai bien compris, alors que tu étais la seule designer finalement. Et donc, moi je trouve que l'approche de Manzini reste toujours inspirante. C'est-à-dire, si tu mets des non-designers avec des designers, ça génère du co-design. Et pour moi, c'est l'élément essentiel. C'est un élément essentiel dans le co-design, c'est de garder le design dans le co-design. Sinon, on va vers les approches participatives qui peuvent avoir de toute autre méthode. Et donc, je crois que c'est un point qui peut nous aider aussi à réfléchir au rôle du designer, comme tu l'as évoqué, Mélanie, parce que peut-être c'est justement ça, le rôle du designer dans le co-design. C'est ce que dit Manzini, au fond, hein, c'est d'encadrer le co-design avec une expertise et une certaine culture de la créativité, de la conception. Donc, c'est un vaste sujet qui pourrait nous occuper encore un long moment, mais je voulais faire ces petits rebonds. Peut-être pour finir, si on a 2 minutes, la même question qu'à Mathieu. Mélanie, pourquoi le co-design dans ce projet? D'où il est sorti, d'où il est venu le co-design? D'où c'est arrivé qu'il fallait faire du co-design dans ce projet? Pourquoi? Moi, quand je suis arrivée dans le projet, le co-design était déjà considéré comme une approche méthodologique, donc considéré comme une approche méthodologique de recherche. Donc, on voit déjà que la perspective est un peu différente et ils se sont dit, ça serait peut-être intéressant d'avoir un designer sur notre projet. Et donc, ils sont venus me chercher, mais tu sais, quand la démarche était déjà conçue, je veux dire, le projet était financé. Donc, moi, je n'ai pas eu à mon mot à dire, ça prend une approche participative. C'était déjà le contexte, ce qui était très bien parce que de toute façon, je me dirigeais vers ce type d'approche-là. J'avais un autre projet de doctoral au début, mais qui avait comme une perspective de co-design aussi. Et je travaillais déjà beaucoup dans le domaine de la communauté de pratique, communauté d'apprentissage. Donc, on voyait que j'étais déjà dans cette perspective-là. Ça correspondait à ma posture épistémologique, mais ce n'était pas, c'était un choix de l'équipe qui était déjà en place, là. Donc, je pense, et donc je vais répondre, mais parce que c'est peut-être à eux qu'il faut poser la question, mais il y avait une chercheure en santé qui faisait également sa thèse là-dessus et qui, elle, utilisait le cadre théorique de SEM, de justice sociale, et qui, donc, voulait donner ce droit de contribution, de participation aux personnes concernées. Donc, c'était vraiment, et qui, là, sans doute, mené vers, à proposer, parce que je pense que l'approche de co-design est venue, si je comprends bien, un peu là, de son côté à elle. Donc, une suggestion. Plus pour donner une voix aux personnes. Donner une voix, oui. Okay. Ouais. Très bien. Processus démocratique. Bon, mais merci beaucoup. Je ne veux pas faire durer le webinaire, on a atteint l'horaire. Donc, merci infiniment Mélanie, merci infiniment Mathieu, merci à toutes et tous. Justement, sachez que Mélanie, Mathieu, Sana et moi-même, nous sommes en train de publier des articles sur ces questions. Donc, vous allez pouvoir
si ça vous intéresse, suivre nos publications à ce sujet. On va essayer de clarifier certaines des choses qui ont pu être abordées aujourd'hui. C'est vraiment super de vous entendre. Donc, écoutez, continuez de suivre nos actualités sur notre site, nos réseaux sociaux. Si vous êtes abonné à notre liste de diffusion, vous recevez nos annonces de prochains webinaires. Le prochain sera à l'automne. Et d'ici là, eh bien, bonne continuation à toutes et tous dans vos activités. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été présents. Au revoir tout le Au monde. revoir.